Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Gamer. Aujourd'hui, nous allons parler de The Cost, un jeu de Armando Canales qui est édité par Spielworxx. Alors Armando Canales, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est une personne très connue outre-Atlantique vu qu'elle a fondé un des groupes Facebook les plus importants qui est The Board Game Group. Et ici, il se propose de nous emmener sur un jeu un petit peu moralisateur parce qu'il va parler de l'asbeste, qui est une famille de minéraux qu'on connaît plus de nos côtés comme étant la famille de l'amiante, où il se propose de vous faire comprendre les dangers de l'asbeste, donc de l'amiante, pour tous les gens qui doivent travailler avec, qui doivent l'extraire dans un premier temps, qui doivent ensuite l'utiliser comme un produit, et la difficulté qu'ont eu les pays à s'en débarrasser. Car même quand un pays a reconnu que l'amiante était dangereuse et qu'il fallait essayer de s'en passer, ce pays met des années avant de décider de réellement se passer de l'amiante. Et donc il y a des morts qui continuent à s'accumuler pendant tout le temps où on décide, on tergiverse sur le fait de la dangerosité de l'amiante. Et donc on devrait effectivement s'en débarrasser beaucoup plus vite. C'est tout le propos du jeu. Ici j'ai mis une mise en place simple pour 2 joueurs pour vous expliquer la mécanique globale. Et on a ainsi 2 pays, Salmo et Rutland, donc 2 pays fictifs. Si vous étiez plus de 2 joueurs, vous auriez d'autres pays comme Pekora ou Ugl. Ils ont chaque fois la spécificité d'être un petit peu différents au niveau de la carte. Vous voyez qu'il y a une carte globale ici et chaque carte du pays est différente d'un pays à l'autre au niveau de sa construction. Pour le reste, le haut du plateau est systématiquement le même. On a donc le pays avec les différentes zones de construction, d'exploitation minière ou d'emplacement pour des usines. On a une zone de vente de l'asbeste et une zone de stockage. Ça, c'est ce que demande le pays, c'est qu'il accepte d'acheter d'asbeste au fur et à mesure du temps, donc d'amiante au fur et à mesure du temps, qui est lié à ces petits cubes verts qu'on va transporter jusqu'à une zone de vente et qui vont se placer ici au fur et à mesure du temps. Et au fil du temps, au fil des morts en fait, la demande du pays va se réduire jusqu'à ce qu'il n'accepte plus dans le pays qu'on leur vende de l'amiante. Et la dernière étape, c'est que le pays se ferme radicalement à tout ce qui est construction, production, transformation d'amiante. Et alors la carte ici va être retournée, elle sera complètement terminée, on ne pourra plus jouer dessus. Ce qui veut dire que le jeu qui se joue logiquement en 4 tours peut se terminer plus tôt si les joueurs font en sorte que les pays avec lesquels ils jouent soient complètement dégoûtés de l'amiante beaucoup plus tôt dans le jeu. On pourra avoir une fin de jeu au début du 4e tour, voire à la fin du 3e. Sinon, on va vraiment jouer 4 tours. Il y a au niveau du jeu une balance, c'est la balance politique, donc les rouges contre les bleus. Et dès le départ, on aura un cube ici qui va définir la balance initiale. Et selon le nombre de cubes bleus ou rouges que l'on aura, cela va monter d'un côté ou de l'autre. Et donc on va avoir une bascule. Dans le jeu, quand on va rajouter un cube rouge, ça va annuler un cube bleu. Et donc on peut avoir ceci qui va revenir à 0. Ou si on rajoute des cubes bleus, effectivement, ça va monter. Un cube rouge, ça va redescendre. Donc, de manière très simple, on va évoluer. Ceci va permettre d'avoir des bonus dans le jeu, ce qui va définir un petit peu l'état actuel du pays par rapport à sa demande et par rapport à sa gestion de l'amiante. Autre spécificité du jeu, c'est qu'on va avoir ici une gestion des ressources. Les ressources ne vont pas être formalisées par des petits jetons en tant que tels, mais plutôt par un marqueur qui va représenter un petit peu l'argent qu'on va pouvoir investir dans un pays. Il y a un marqueur par pays, donc le R pour le Rutland, le S pour le Salmo, et ceci va être l'avancée de mes ressources. On a de l'argent aussi, des dollars. Les dollars sont les points de victoire de fin de jeu, donc il y a un moment ou un autre, il faudra en récolter. Mais quand on va pouvoir avoir des ressources qu'on va devoir construire dans un pays spécifique, il faudra des ressources spécifiques de ce pays. Et donc on avancera notre marqueur ici pour avoir des ressources, pour savoir faire des constructions. On a un espace pour le nombre de tours et l'étape au niveau du tour. Donc il y a 4 phases de jeu pour chaque année. Et à chaque fois qu'on passe une année, on va avancer simplement son dé sur la phase suivante. Et ainsi, on passera d'un round à l'autre pour les 4 rounds. L'ordre du tour est défini ici. Il va être redéfini selon le nombre de morts que chaque joueur aura. Je vous dis, c'est quelque chose de très moralisateur. On va vraiment travailler sur le fait que vous allez devoir, ou pas, tuer des gens pour maximiser vos profits. Ici, on a un marché de secours, c'est-à-dire que quand un pays ne veut plus acheter d'amiante, d'asbeste, on pourra toujours aller dans le marché de secours. Les pays n'achètent que des matériaux qui sont finis transformés, mais on peut vendre des matériaux bruts directement ici.
Et puis on a ici qui est l'espace de développement. Alors cet espace de développement, c'est le premier tour du jeu. Comment se passe un tour? Chaque joueur, dans l'ordre du tour, va pouvoir choisir dans quel pays il veut faire des investissements. Et quand il décide d'un pays, il va prendre le premier marqueur qui sera placé sur ce pays-là. Si je décide de travailler ici, ce qui va se passer, je vais prendre le jeton et je vais aller le placer ici. Alors, là, je dois le placer sur le croisement de 3 hexagones. Donc je pourrais très bien le mettre ici, je peux le mettre ici au milieu, ou même comme ceci. Je ne vais pas le mettre en dehors des plaquettes initiales, donc je ne pourrais pas le mettre comme ceci. Il faut savoir qu'on a 4 plaquettes parce qu'on est 2 joueurs, 3 joueurs, il y en a une de plus, et encore une de plus pour 4 joueurs. Ce jeton-là représente le travail national, c'est-à-dire ce que le pays va lui-même investir dans son développement. Ici, il va donc investir un rail. J'ai les rails neutres, je suis en Rutland, donc la première action du joueur, c'est de placer un rail neutre quelque part. Vous voyez que le pays a tout un réseau ferroviaire déjà existant et je vais prendre possession d'une case vide avec la construction spécifique de quelque chose. Donc je vais le mettre sur l'endroit vide que je désire et simplement ceci est un rail national. Les autres espaces qui ne sont pas construits sont déjà des rails existants, mais on va dire que ce sont des chemins de fer initiaux qui sont semi-publics et donc que tout un chacun peut utiliser. Là c'est vraiment du rail national. Ensuite, le joueur va faire l'action des 3 tuiles qui se trouvent en dessous. Il y a les tuiles vides qui sont tout en dessous, qui sont à chaque fois des dollars. Et ces dollars vont me permettre de toucher soit un dollar, donc un point de victoire pour fin de jeu ou un achat futur, ou alors des ressources du pays. Les ressources du pays, ça va varier selon la valeur, ici, la première valeur visible. Donc pour l'instant, ici un 2. On voit un 3, mais en fait, dès que quelqu'un va prendre quelque chose, le 3 va disparaître effectivement pour un 2. C'est 2, 3, 3, 2, 2 et 1. Il y a toujours moyen d'aller construire dans un pays même s'il n'y a plus de jetons. Simplement, on prendra un jeton neutre pour dire qu'on a été faire l'action spécifique à un endroit. Donc, je vais prendre un dollar ou je vais prendre des ressources indiquées ici. La subsidiation est actuellement à 2, donc je vais prendre 2 ressources en Rutland avec un modificateur possible qui est ici. Si je suis du côté rouge, premier niveau, ou plus haut, tout ce qui est au-dessus permet de faire tout ce qui est en dessous, je vais alors doubler mes ressources. Autrement dit, le Rutland va me rapporter 4 ressources au lieu de 2. Joueur suivant qui le ferait pourra en avoir 3 fois 2, puisque c'est toujours au même niveau, et effectivement continuer dans ce sens-là. Donc, les dollars, le nombre de ressources éventuellement multiplié, si on est du côté rouge, au moins au niveau 1. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? Je vais faire ce qui est en dessous. Ceci, c'est placer un port sur un des emplacements de ports existants pour pouvoir en devenir le propriétaire. Les ports sont un espace de sortie de mes ressources à chaque fois que je ferai des déplacements et que je veux passer d'un pays à un autre, parce que je vais effectivement pouvoir passer d'un pays à un autre pour aller vendre, pour déplacer mes produits simplement d'un côté à l'autre, par exemple d'une mine à une usine. Une mine qui se trouve ici vers une usine qui se trouve là-bas ou réciproquement. Et on rentre toujours d'un pays à un autre par le port, par un port libre dans un premier temps, sinon ce sera par un port du joueur. Si je me suis mis quelque part comme ceci, j'ai effectivement pas de dollars au départ, ce qui est très difficile pour un premier coup parce qu'on n'a pas d'argent. Et une série d'actions nécessite de l'argent. Les 2 actions qui nécessitent de l'argent, c'est l'usine et la mine. Prenons ceci. J'ai été prendre 2 fois des dollars, donc 4 et 4, 8. Et je vais placer une mine. Une mine, c'est ceci que je vais aller mettre sur une des zones de construction de mine. Alors, dans la règle de base, on vous conseille de mettre le numéro associé à chaque endroit. Donc ici, par exemple, je vais prendre le 6 comme ceci. C'est pas parce que je mets un 6 ainsi du côté usine que je dois construire une usine. Je construis au choix une usine ou une mine. Mais il y a un petit problème d'impression dans le jeu Spielworxx. C'est-à-dire que derrière le 6 ici, je devrais avoir aussi un 6 côté mine. Et bien de l'autre côté, j'ai un 5. Ils ont oublié de retourner les numéros lors de l'impression des planches, ce qui veut dire qu'on n'a pas les numéros d'un côté et de l'autre qui sont les mêmes. Le 6, regardez, il est ici avec le 5 de l'usine. Donc je vous conseille plutôt de laisser les cubes seuls, parce que c'est l'information la plus importante au niveau du jeu. Et quand je décide de construire, ben effectivement, vous allez prendre votre marqueur, décider de ce que vous faites. Ici, donc, une mine, parce que je suis sur la mine. Je choisis l'endroit où je le mets sur un des triangles gris.
Et je vais renvoyer le cube là-bas et je vais récupérer le min 6 pour le mettre dans mon plateau de jeu. En fait, à quoi sert ce jeton-ci? C'est à se rappeler que la colonne de développement qui se trouve ici est en rapport avec la mine du même numéro. Donc, c'est juste un rappel. Ça ne devrait pas être fort compliqué parce que vous savez exactement où est-ce que vous avez placé vos jetons. Mais si vous avez deux mines qui sont quelque part dans le jeu, la 3 par exemple et la 6, eh bien, j'aurai alors la 3, là. On sait pour chaque colonne de quelle mine il est question. C'est surtout pour cela que c'est fait. Donc je vais récupérer le jeton associé, je vais choisir l'endroit où je me mets, totalement libre au niveau du jeu. Et ensuite, je vais virer donc, le cube qui se trouvait ici. Il va le renvoyer ici. Je vous ai dit, c'est la balance. Rouge plus bleu, clac, on revient au neutre. Le joueur suivant n'aura plus accès au x2 des constructions. Donc il aura juste une construction normale. Je vais lui couper un petit peu l'herbe sous le pied au niveau de ses développements. Moi par contre, pour placer ma mine, je vais devoir payer. Je vais payer combien? Je vais payer 2 ressources. Ressources, pas dollars. On paye toujours avec la monnaie, la ressource du pays. Je vais payer 2 ressources, sauf que la première mine que vous faites, et uniquement la première mine, vous la payez une de moins. Donc vous payez une seule ressource. La première mine coûte 1, les mines suivantes coûteront 2. Ce n'est pas la première mine du pays, c'est la première mine de votre jeu, de votre plateau de jeu, de votre partie. Je vais donc payer une seule ressource de Rutland et je vais placer des ouvriers. Je mets combien d'ouvriers? Eh bien, logiquement, une mine, c'est 3 ouvriers. Mais la première mine que vous placez, et uniquement la première mine, et un emplacement ici, ce n'est que mine, ce n'est pas valable pour une usine. La première mine que vous placez a un emplacement de plus, comme vous le voyez ici. Eh bien, ça me permet de placer non pas jusqu'à 3 ouvriers, mais jusqu'à 4 ouvriers. Je ne suis pas obligé d'en placer autant. Je peux très bien n'en placer que 1. Le minimum, c'est 1. Mais je peux donc aller jusqu'à 4. Ça aura un intérêt au niveau de la production de votre mine. Plus vous avez d'ouvriers, plus vous allez produire de valeur au niveau de votre gestion. Il y a une 5e place, pourquoi? Eh bien, si jamais je suis monté du côté rouge, parce que j'ai assez de cubes ici, jusqu'au niveau 2, en plus d'avoir toujours le x2 de production quand je fais l'action dollar, je peux avoir une demande supplémentaire au niveau des mines de plus 1 ouvrier. Et donc, je pourrais aller jusqu'au 5e ouvrier ou au 4e ouvrier dans une autre colonne. Si jamais le marqueur redescend et que je suis avec mes 5 ouvriers, je ne perds pas d'ouvriers. Donc ça ne change pas à ce moment-là. J'avais la possibilité d'aller jusqu'à 5, et bien j'y suis allé simplement. La politique a changé, et bien ça ne change rien, je vais quand même rester avec mes ouvriers présents. Ça, c'est pour la mine. Si jamais j'avais été faire l'action côté usine, j'aurais eu au départ toujours mes 8. Je n'aurais donc pas ma construction ici. Je retire tout ça et je place une usine. Nouveau à l'endroit où je le désire. Je vais garder ceci pour ne pas changer ma balance. Je prends le 6 en usine, même principe, je ne le mets pas sur la première colonne parce que ce n'est que le symbole de mine, donc je vais le mettre juste à côté. La première mine que je ferai toujours coûtera jamais que 1, ça ne change rien à ce niveau-là. Je la mets ici, je vais prendre des bonhommes. Le niveau bonhomme, je vais en mettre 2. 2 ouvriers maximum, et il n'y a pas d'ajout au niveau d'une usine, sauf que si je mets mon marqueur ici est au niveau 3, on peut alors passer au niveau 3 des ouvriers et donc avoir un ouvrier de plus comme tout à l'heure avec les mines. Le coût d'une usine, c'est 4 ressources du pays. Il n'y a pas de réduction pour la première usine, c'est 4 ressources tout le temps. Et donc seulement 2 bonhommes, possibilité d'arriver à 3 avec ceci. Et enfin, vous avez les rails. Et les rails, au pire, je pouvais même le faire avec beaucoup moins de dollars, donc ceci. Qui m'aurait permis alors d'avoir une fois les dollars, donc je serais monté à 4. Construire une usine, ça m'aurait coûté les 4. Et j'aurais pu placer aussi des rails. Les rails, c'est pouvoir placer 2 rails dans mon jeu. D'ailleurs, je me suis trompé au départ, j'en ai mis qu'un seul pour le symbole ici, et là aussi c'était 2 rails, hop, on va mettre 2. Alors ces rails, je vais pouvoir les placer où je veux, dans un espace libre, donc je ne peux pas écraser des rails existants, et ils vont servir à transporter mes matières. Je peux les placer si je le désire, même à la place d'un endroit où je pourrais construire une usine ou une mine. Ce cube-là sort alors du jeu, hop, je vais revenir comme ceci, il n'est pas impacté au niveau de l'équilibre,
et simplement, je vais retirer un espace spécifique. Si mon marqueur politique est au niveau 2, eh bien quand je place un rail sur un espace qui est dédié à la construction d'une usine ou d'une mine, je peux leur placer un rail supplémentaire. Donc hop, je pourrais très bien faire ceci. Si je suis au niveau 3, alors je pourrais remplacer un rail national par un de mes rails. Donc à la place de le placer ici, je pourrais le placer comme ceci et retirer celui-là. Idem ici pour un port. Donc il y a des possibilités de placer des ports en zone de base. Eh bien, j'aurais pu très bien remplacer un port national par un de mes ports grâce au positionnement dans le niveau 3 côté bleu. Le fait de placer ces rails n'est pas du tout anodin parce que vous allez en avoir besoin au niveau du déplacement de vos matières d'un endroit A vers un endroit B dans toute la suite du jeu. Et c'est vraiment très important de les placer sur des chemins que vous allez utiliser. Les symboles que je peux retrouver, donc on a vu déjà le rail, le port, je vais simplement mettre un port neutre à un endroit du pays. Ceci va modifier simplement le niveau de la zone de secours, d'échange de secours, qui va descendre d'un cran vers le bas et qui va donc augmenter les revenus globaux pour une vente dans le marché de secours. Et ce sont les 3 symboles que l'on retrouve ici au-dessus. Première phase, prendre un marqueur ici, le placer sur 3 hexagones, faire l'action du marqueur, faire l'action des 3 hexagones dans l'ordre de votre choix. Deuxième phase, ici, on va simplement pouvoir transformer de l'argent en ressources. Eh bien, l'argent que j'ai ici, je peux acheter des ressources du pays selon le taux actuel de vente. C'est-à-dire, si c'est 2, je paye 1 $ pour avoir 2 ressources du Rutland. Si c'est 3, je paye 1 $ pour avoir 3 ressources de Salmo. Donc, il faut très bien avoir des ressources ainsi. Pourquoi? Parce qu'ainsi, moi, je m'assure d'avoir une rentrée d'argent pour le tour suivant. Parce que pour le tour suivant, vous avez peut-être prévu de faire une construction d'une usine, une construction d'une mine, et tout ça, mais ça vous coûtera de l'argent. Vous en aurez besoin. Mais pas que, parce que vous allez aussi produire. Et pour produire, vous aurez peut-être besoin de ressources du pays afin d'avoir l'argent nécessaire pour la production. Donc, dépenser de l'argent pour avoir des ressources pour le tour suivant ou pour la production qui va suivre. C'est libre, on n'est pas obligé de dépenser son argent, on peut le garder. C'est tout un calcul sur ce que je compte faire derrière. Et la troisième étape, c'est justement ce que je fais derrière. L'action de chaque joueur maintenant va être de, au choix, produire, transformer, déplacer des ressources. Dès que les 2 joueurs ne sont plus capables de faire cette action-là pendant le tour, eh bien c'est la fin de cette étape-ci et on passera à l'étape suivante. Donc, on est obligé, si on sait le faire, de produire, transformer ou déplacer nos ressources. Si on ne sait pas le faire, donc un des joueurs sait toujours le faire mais que vous ne savez pas le faire, alors vous pouvez soit passer, mais ce qui ne vous empêchera pas de refaire les actions premières si au cours du jeu vous récupérez des ressources, des moyens ou que sais-je pour le faire, ou dépenser votre argent pour augmenter vos capacités au niveau de votre compagnie. Chaque montée coûte 1 $ et je peux utiliser maximum 2 $ quand c'est mon tour. Donc je ne peux pas dépenser tous mes sous pour tout monter au maximum. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque 2 niveaux, il y aura un avantage sur le cours du jeu. Que ce soit ici, là-bas, il y a chaque fois un petit symbole. Alors, il y a un avantage de priorité pour les ports et pour les rails. Et il y a un avantage d'utilisation, on va dire, pour les mines et les usines et pour le marché de secours. Mais tant que je sais faire des actions de base, je suis obligé de faire des actions de base. Qu'est-ce que je peux faire? Produire. Produire, c'est lié à vos mines. Pour produire, on va demander à nos ouvriers d'extraire de l'asbeste. Eh bien, la première étape, c'est si jamais je n'étais pas au maximum de mes ouvriers, je peux en rajouter. Donc, première usine, maximum 4, pas maximum 3, je pourrais en rajouter un. C'est gratuit. Deuxième étape, on produit. Chaque ouvrier va donc travailler. Il va permettre d'avoir un dé de bleu, c'est la production, sur l'emplacement de travail, c'est ici. Donc, comme il travaille, on va retourner pour dire que j'ai déjà produit avec ceci. Et puis, j'ai mon choix. Est-ce que je vais produire en toute sécurité ou est-ce que je vais être un petit peu plus relax avec les consignes de sécurité? Et ceci aura comme impact un mort. Donc, si je produis sans sécurité, eh bien, je vais avoir un de mes ouvriers qui va mourir. Il va se trouver ici. Je vais descendre dans mon tableau du tour qui définit le nombre de morts que j'ai eu. Ça va avoir pour impact
sorte d'électrochoc pour le pays qui va demander un petit peu moins d'amiante jusqu'à la fin du jeu. Et c'est comme ceci, à chaque mort qu'il y a, que le marqueur va descendre. Et puis je produis mes 4 ressources. Si je décide de produire avec sécurité, eh bien je vais payer 2 ressources du pays par travailleur pour les protéger. Mais je vais payer par travailleur vivant, mais aussi par travailleur mort. Autrement dit, si j'ai déjà tué quelqu'un dans un précédent tour, et donc je rajoute pour revenir à 4, vu que je peux arriver au maximum de 4, eh bien je vais produire à 4, mais je vais payer 10 ressources du pays. Je ne sais pas les payer, il y a un mort. Et ça descend. Donc ce sera toujours le même principe, soit je paye 2 ressources du pays par travailleur vivant ou mort, pour protéger les vivants et pour s'excuser auprès des familles des défunts, soit j'ai un mort. Si j'ai un mort, ça descend. Et j'ai donc ainsi créé mon dé de production. Si jamais votre marqueur est ici, alors votre valeur de dé n'est pas égale au nombre de travailleurs qui ont commencé à travailler. Le mort a quand même produit, c'est pour ça qu'il est mort. Mais à plus 1, donc ce ne sera pas un 4, mais un 5 que j'aurai ici. Et si jamais mon marqueur était ici tout au-dessus, les productions de mines et les transformations d'usines font plus 1 ressources. Autrement dit, je pourrais arriver ainsi à 6. C'est la seule manière d'ailleurs d'arriver jusqu'à 6 dès le départ, c'est d'avoir le marqueur ici et le marqueur là-bas. Une fois que j'ai miné, donc j'ai un dé bleu qui a indiqué ma production, je vais pouvoir le déplacer. Le déplacer vers où? Eh bien vers une usine qui va le transformer en produit fini ou le vendre dans le marché de secours. Si je décide de vendre au marché d'urgence, je vais devoir sortir par un port. Alors, il y a des ports libres, des ports nationaux et des ports de joueurs. Quand les 3 existent, je suis obligé de prendre le port d'un joueur. S'il y a plusieurs ports de joueurs, si plusieurs joueurs auraient un port dans le même pays, je vais devoir voir si un des ports a une autorité plus grande que les autres. L'autorité, c'est ceci. C'est le joueur qui sera monté le plus haut, sera le port obligatoire d'usage de ce pays-là. Donc si quelqu'un est à 2 et que l'autre n'a pas monté ou est à 1, ce sera le port du joueur qui se trouve à 2 que l'on va devoir utiliser. S'il est à 1 et que l'autre est à 0, pareil. Si les deux sont à 0, j'ai le choix. Si mon choix se porte entre un port national et un port libre, c'est le port national que je dois utiliser. S'il n'y a que des ports libres, vous allez celui que vous voulez. Donc je vais utiliser le port avec la plus haute autorité au niveau du jeu. Je vais prendre le chemin ensuite qu'il me plaît ou presque. C'est-à-dire que mon intérêt c'est de passer par mes rails et par mon port. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je passerai par un de mes rails, je toucherai $1 et à chaque fois que je passerai par un de mes ports, je toucherai $1. C'est une des manières les plus simples de faire rentrer de l'argent, c'est en transitant par vos propres rails. Et donc, ici pour sortir, je peux décider de passer par là. Je vais donc toucher 1, 2, 3, $4 et je vais ensuite aller vendre ici. Alors, je pourrais toucher plus de dollars si les marqueurs ici sont du bon côté. Le port fait $1 de plus si je suis ici et chaque rail faut $1 de plus si jamais je suis là-bas. Si vous avez beaucoup de rails, et le port, donc une certaine maîtrise du pays, vous avez intérêt à avoir fait monter les bleus le plus à gauche possible parce qu'effectivement vous allez pouvoir récupérer énormément d'argent en faisant transiter vos pièces par chez vous. Ce qui va sortir ici va être vendu là-bas. Alors, je vais toucher, c'est un 5, je vais toucher $2, le croisement de la ligne par rapport au niveau où je suis. $2 qui va arriver directement chez moi. Je peux avoir plus. Si je suis monté ici, j'aurai $1 de plus, donc $3. Si je suis monté ici, j'aurai $2 de plus, donc $4. C'est pas plus 1 plus 2, c'est le plus grand seulement qui compte. Si par contre, il n'y avait pas de ports nationaux ou de joueurs et que j'étais sorti par n'importe quel port libre, en ce cas, je touche uniquement sur la première ligne, celle du 0, qui n'était pas avancée. Donc ici, on voit le symbole, il n'y a pas de marqueur sur la case et là-bas, il y a un marqueur sur la case. Que ce soit national ou d'un joueur, c'est pareil, on peut alors vendre au niveau de la main pour peu qu'elle ait avancé. Si elle est toujours au 0, ça ne change rien du tout évidemment. Alors, il y a une autre subtilité. Tout comme les ports, les rails ont une autorité. C'est-à-dire que celui qui est le plus haut aura la plus grande autorité. On devra passer par ces rails si on a le choix entre deux. L'impact, c'est quoi? Eh bien, c'est que, imaginons que je suis comme ceci. Mon utilité, c'est de venir par ici pour aller jusqu'à mon port. Je décide d'aller vers là. Mais quand je pars d'ici, j'ai le choix entre ce chemin-là et ce chemin quelque part par là. Donc, j'ai le choix entre un rail neutre, qui n'appartient à personne, et un rail d'un joueur.
eh bien c'est toujours le rail du joueur que je dois prendre. Si j'avais le choix entre un rail national et un rail de joueur, c'est aussi le rail du joueur que je dois prendre. Si j'avais le choix entre un rail de 2 joueurs, ce sera le joueur qui a la plus haute autorité sur les rails qui l'emportera. Et donc dans ce cas présent, je désire passer par là, mais le joueur jaune a été malin, il a été placé 2 rails ici. Et bien quand je sors, entre ça et ça, je suis obligé de faire ceci. Et donc c'est 1, 2, que le jaune va toucher, donc 2 $ pour lui. Et puis ça va continuer par là et par ici. Donc entre là et là, il est obligé de prendre le national, national, joueur, entre joueur et libre, c'est joueur, et on arrive vers le port. Donc au final, à la place d'avoir 3 $ plus 1 $ du port, 4 $ au niveau du blanc, le blanc n'en aura que 2 et le jaune va en toucher 2. Donc le positionnement va influencer les déplacements. Et ça c'est très important. Parce qu'on ne fait pas parce qu'on fait effectivement parce qu'on veut. Et c'est pas une question de c'est le chemin le plus court. Par exemple, l'autre option si on ne veut pas les vendre dans le marché de secours, c'est d'aller le transporter jusqu'à une usine à soi ou à notre joueur, pas de problème. Et bien ici mon usine est là. Je me dis, bah tiens, je vais aller par ici, hop, pour faire ceci. Ben non. Dès le départ, je suis obligé de prendre le rail ici. Et autrement dit, on va faire ce chemin-là pour aller jusqu'ici. C'est pas le chemin le plus court, mais c'est l'autorité des rails qui impose le chemin. Je décide où je vais et puis on voit au niveau du déplacement par où c'est possible. Quand c'est égal entre 2 chemins, le joueur choisit. À partir du moment où le choix est défini par l'autorité des rails, eh bien ça c'est plus du tout le joueur qui choisit et le dé suit jusqu'à l'arrivée. J'ai envoyé ici, jaune a touché 2, blanc a touché 3, plus l'envoi ici, et bien c'est ici quand il arrive à l'usine, je vais toucher 1 par valeur du dé, donc 5. Donc ici, je vais toucher 8, jaune va toucher 2, toujours des $, et je vais avoir mon dé qui est placé ici. Je pourrais très bien envoyer ce dé-ci à travers le port, vers le port ici, je rentre obligatoirement par le port d'un joueur pour aller me déplacer jusqu'à l'usine du jaune. Si moi je n'avais pas d'usine, ce n'était pas nécessaire au premier tour que j'ai une usine. Si un autre joueur en a une, eh bien c'est lui qui va recevoir mon minerai brut. Si aucun joueur n'avait d'usine, ou que je n'ai pas envie de le fournir à un autre joueur, eh bien mon matériau brut, je ne peux pas le garder ici pour un tour suivant. Si je peux le déplacer, et je peux le déplacer parce que je peux le vendre dans le marché ici, je vais alors être obligé de l'envoyer au marché. Alors c'est très important parce que s'il n'y a qu'une seule usine et que plusieurs joueurs ont fait des mines, le premier qui va l'envoyer à l'usine va bloquer l'usine parce qu'on ne peut pas avoir, imaginons que jaune n'avait pas construit ceci, on ne peut pas avoir 2 dés qui seraient produits qui vont à la même usine. Donc quand jaune joue, hop, il sort par le port, il touche pour le port, il rentre ici obligatoirement par là, il est obligé de faire ce chemin-ci, il n'a pas le choix parce que c'est chaque fois la priorité. Il ne sait pas l'envoyer ici parce qu'il y a déjà un dé de présent. Et donc, il est obligé de l'envoyer dans le marché de secours et le vendre ici. Quand le dé est dans une usine, eh bien, l'action de l'usine, ça va être de transformer le dé dans une nouvelle valeur. Même principe, je vais produire à hauteur du nombre d'ouvriers que j'ai. J'en ai 2, c'est le maximum, sauf si mon marqueur est ici. Par exemple, ici, c'est le cas. Eh bien, je pourrais rajouter un 3e ouvrier dans mon usine. Et ensuite produire. Je produis, je paye 2 ressources du pays par ouvrier où il y en a un qui meurt. S'il y en a un qui meurt, ça descend ici. S'il y en a un qui meurt, ça descend là-bas. Et je me retrouve ainsi à produire un dé. Le dé, 3 ouvriers, le 5 est donc remplacé par un 3. Alors, ce n'est pas un problème. Je peux très bien envoyer un dé à 1 et le transformer en 3. Ça, c'est vraiment pas un souci. Le résultat du dé ne dépend pas de la qualité du minerai fourni. Maintenant que j'ai créé mon matériau fini, je vais pouvoir aussi le déplacer à mon tour. Donc j'ai toujours un objet que je peux déplacer. L'autre joueur ne fait peut-être plus rien parce qu'il a tout fait, donc il va pouvoir augmenter dans ses valeurs de pays. C'est un 3 parce que j'avais 3 ouvriers. Si jamais je suis monté ici, ce serait un 4. Si jamais c'était ici au-dessus, ce serait un 5. La seule manière d'avoir un 5, c'est d'avoir effectivement le bonus ici. Alors attention, ici, ce n'est pas plus 1 et plus 1, donc le bleu ne fait pas plus 2. C'est simplement que le minage et la transformation font à plus 1 dans la valeur du dé. Simplement. Maintenant que j'ai mon produit fini, je vais pouvoir le vendre. Même principe. Pour le déplacement, je vais le vendre soit dans le marché de secours. Ce sont les mêmes symboles, c'est le bleu et le vert qui est vendu ici selon la valeur du bleu. C'est pour ça que là, il n'y a qu'un 6 bleu pur parce qu'on ne sait pas arriver à 6 au niveau du vert. Et je vais vendre par rapport à la colonne et la ligne où je me trouve. Si je sors par un port qui n'a pas de symbole, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun port joueur, vu que ça c'est le dernier à choisir, alors je vais prendre cette ligne-ci. Sinon, le plus intéressant, c'est de le vendre dans le pays qu'il accepte
Ce qui veut dire que je vais aller le vendre ici sur le triangle coloré où on indique le petit dé vert. Pareil, je fais le déplacement obligatoire par ici, par ici. Là, j'ai le choix entre deux. Hey, ce sera par là parce que celui-là est prioritaire à celui-ci. Et du coup, je vais passer par là. Alors, ici, celui-là est prioritaire. Le problème, c'est que je ne peux pas commencer à boucler parce que sinon, je vais commencer à tourner ainsi en rond. En fait, il n'arrivera jamais. Comme je ne peux pas passer deux fois par la même route, si je vais par ici, je vais repasser par là. Il n'y a que deux nœuds pour passer d'ici à là. Donc là-bas, je vais quand même passer par ici. J'arrive là. Je touche 2 $ par valeur du dé. Donc ici, 10 $. Clac. Et ce dé-ci va aller ici. Tant que j'ai des places, je peux donc envoyer sur ce marché-ci des verts. Au fur et à mesure du jeu et des morts, donc ici j'en avais d'ailleurs un deuxième, on devrait être ici, eh bien il y aura de moins en moins de place. Un autre joueur en envoie aussi, et ça veut dire qu'ici, ce pays-ci n'accepte plus qu'on lui vende des ressources finies d'amiante. Simplement, on va devoir aller le vendre ailleurs, donc toujours dans le marché de secours ou dans un autre pays. Donc effectivement, si j'ai une autre production, je ne sais plus le vendre ici. J'ai envie de toucher 6 plutôt que de toucher 1 plus les deux ici que de toucher 3. Je vais le vendre ailleurs. Je vais donc partir par ici pour aller vers le port. Là-bas, je n'ai pas le choix, je ne vais pas passer par le jaune. Je touche mes 4 de déplacement et je vais rentrer dans ce pays-ci. Je donne 1 pour le jaune et je vais aller jusque là pour le vendre ici, qu'il accepte encore. Et donc, vendre toujours à 6 à ce niveau-là, plus les 4 ici, ça va faire 10. Autrement dit, on va gagner de l'argent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la gestion du jeu. Que se passe-t-il si un pays finit par avoir trop de morts et être comme ceci? Eh bien, simplement, on joue toujours ici, mais impossible de venir lui vendre parce qu'il ne le demande plus simplement. Donc, plus de vente possible ici, je dois aller vendre ailleurs. Si tout est pris, je vais vendre obligatoirement ici. Mais je ne peux pas garder un cube pour attendre. Et quand il y aura encore un mort ici et que ce sera comme ça, c'est fini. Toutes les usines qui sont là-bas, toutes les constructions qui sont là-bas sont bazardées. Les joueurs qui l'avaient le retirent de leur plateau de jeu, retirent les bonhommes qui sont avec, on met tout ça à part. Et ce plateau, comme je vous l'ai montré, est retourné, on ne joue plus avec. Fin de ce pays-là au niveau du jeu. Contrairement aux mines, les usines peuvent produire plusieurs fois. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs fois des envois de ressources premières ici, regardez, il n'y a pas de marqueur, on ne peut plus utiliser derrière, on va chaque fois pouvoir produire. Simplement, il faut chaque fois payer les ressources pour les ouvriers présents, y compris les morts, 2 par ouvrier, ou alors accumuler les morts et donc diminuer les possibilités de revente d'asbeste. Si on avait déjà vendu 2 et qu'on descend, c'est pas un problème, on retire le dé et on recule au fur et à mesure du temps. Quand au début d'un tour, tous les joueurs ont fait les 3 actions possibles de base, à savoir produire, raffiner ou transporter, et qu'ils n'ont plus que des actions d'investissement ou passer comme option, et bien systématiquement le tour c'est fini. Donc le dernier joueur qui agit, qui sera systématiquement logiquement un déplacement, eh bien il ne pourra jamais investir dans son tableau personnel. Ça permet d'avoir des bascules en fait au niveau de la puissance des joueurs, que celui qui fait le plus de production en fait va pouvoir être rattrapé, ou en tout cas être bloqué par les autres joueurs au niveau des déplacements, des rails qu'il avait mis, parce que en plaçant un rail à un endroit spécifique, on peut changer totalement le chemin que le joueur avait l'habitude de prendre. Ou définir une nouvelle autorité, ou définir que ce n'est pas ce port-là qui va être utilisé, mais l'autre port qui évidemment change éventuellement les plans d'un joueur. La dernière étape, ce sera de renettoyer le plateau, c'est-à-dire on va retirer tous les dés existants encore à la vente, on va retourner les petits jetons ainsi et on va redéfinir l'ordre du tour. Le joueur qui a le plus de morts, qui est le plus à gauche, va être le premier à choisir son positionnement. Donc c'est pas lui nécessairement le premier, s'il décide d'être deuxième joueur, libre à lui. Alors il y a un intérêt parfois dans le jeu d'être premier, parfois d'être dernier, parce que l'avantage du dernier, quand on peut placer des rails dans les actions disponibles, ça permet de changer totalement le chemin d'un joueur. Et donc c'est des choses que les joueurs éventuellement n'ont pas prévues, mais par contre, on est le premier pour aller prendre des actions spécifiques. Parfois on ne peut pas faire et rail et usine si les 2 jetons ont déjà été pris au niveau de cette combinaison-ci. Évidemment, on ne peut pas remettre un jeton à un endroit déjà existant. Nettoyage est fait, on passe à la deuxième manche et on recommence. On choisit un token, on le place ici, on fait les actions du token. Quand tout ça c'est fait, que les joueurs l'ont fait, on redépense des sous pour acheter des ressources. Vous avez vu, vous en avez besoin. Si vous ne voulez pas que les morts s'accumulent trop vite, on va devoir avoir de l'argent pour payer sur les survivants et en tout cas sur les morts qui sont aussi avec.
Et puis on va faire cette phase de production, transformation, déplacement qui vous ramène de l'argent. On fait ça 4 manches et on voit qui est le meilleur joueur. C'est un jeu qui est très simple dans ses règles, mais qui a une interaction forte parce que les actions des joueurs vont complètement changer la donne au niveau d'un déplacement. Et c'est pas choquant parfois d'aller amener sa ressource de production chez un autre joueur. Pourquoi? Pour le forcer parfois à tuer des gens. Parce qu'effectivement, un joueur qui est très très fort sur un pays, mais qui n'a plus les ressources pour payer, pour sauver mais qui n'a plus les ressources du pays pour payer afin qu'il n'y ait pas de mort, eh bien, s'il a un cube, il va devoir le transformer. S'il va devoir le transformer, eh bien, pas de chance pour lui, il va devoir faire des morts. Plus il y a des morts, plus ça descend. Plus ça descend, plus le pays risque d'être fermé à l'amiante et donc retourner tout ce qu'il avait mis dessus, tout ce qu'il avait investi, qui lui ramenait de l'argent parce qu'il avait énormément de rails, qu'il avait les meilleurs ports, des trucs ainsi, eh bien, ce sera fini et on jouera sur un ou plusieurs autres pays selon le nombre de joueurs que vous êtes. Et donc, il y a vraiment une gestion de je fais quoi, je le mets où, je récupère de l'argent, je fais tourner, bien positionner ses rails et être au-dessus au niveau de l'autorité. Tout ça, c'est très important pour ce jeu-ci. Vraiment un jeu très atypique par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est pas juste des collectes de ressources avec réalisation de contrats. Oui, vous allez créer, mais c'est tout à fait différent vu que vous allez tuer ou pas tuer un ouvrier après l'autre. J'ai vu des joueurs qui à chaque production arrivaient à préserver leurs ouvriers et puis d'autres qui s'en moquent éperdument et qui tuent à bras le corps. Il n'y a pas de pénalité en fin de jeu pour le nombre d'ouvriers que vous avez tués. Donc à part le côté moralisateur de c'est pas bien, vous avez tué des ouvriers pour produire, pour faire votre meilleure économie, il n'y a pas d'impact autre. On aurait aimé peut-être une pénalité en point de victoire, en argent en fin de jeu pour le nombre d'ouvriers tués pour payer aux familles. C'est pas du tout le cas. Donc il n'y a pas de limite au fait d'avoir tué ou pas tué des ouvriers après une partie. Simplement, on vous fait la morale au niveau du jeu, dans les explications des règles, qu'à la fin, vous voyez, vous avez tué effectivement votre profit personnel et tout ce qui va avec. Mais ça s'imite à ça. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. On regrettera donc ce petit problème d'impression au niveau des jetons. À part ça, le jeu tourne très bien. Il tourne évidemment mieux à 4 qu'à 2 parce que vous avez plus d'interactions au niveau des joueurs, mais il fonctionne très très bien aussi à 2 sans aucun souci. Juste que ce sera le plus méchant des 4 qui risque de l'emporter. Ou en tout cas qui risque de changer la donne pour l'un ou l'autre joueur qui avait bien positionné tous ses jetons. Évitez de commencer votre premier coup avec une action port seule parce qu'elle ne vous rapportera rien. Vous ne produirez rien au premier tour, vous ne gagnerez pas d'argent, donc vous ferez vraiment un tour un petit peu neutre ou nul. Idem si vous commencez seulement avec des rails parce que vous n'allez rien faire de probant dans un premier tour. Par contre, un positionnement comme ceci pour aller faire une mine ou pour aller faire une usine pour obliger le mineur ou inviter le mineur à aller chez vous. Ce n'est pas une obligation vu qu'il pourra toujours aussi aller le vendre dans le marché de secours, mais c'est plus rentable pour lui de venir dans votre usine et il va vous donner aussi la possibilité de construire et de faire de l'argent. C'est tout un calcul parce que effectivement, aller vendre au marché de secours, ça empêche un autre joueur d'avoir de l'argent à ce niveau-là, mais vous allez avoir très peu d'argent au niveau du marché de secours, donc pas grand-chose. Et puis si l'autre joueur ne sait rien faire, il peut dépenser des sous pour augmenter et passer devant dans la gestion de son tableau personnel. Au contraire, si vous avez été fournir votre cube chez l'autre joueur, qui va effectivement faire 2 actions derrière afin de le transformer et de le vendre, eh bien ce joueur-là, pendant qu'il fait ça, vous pouvez dépenser l'argent que vous venez de gagner avec votre vente pour aller augmenter votre tableau personnel. Donc c'est pas choquant d'envoyer chez l'autre dès le départ s'il n'a qu'une seule usine. Difficile de faire les 2 au premier tour, mais après on a facilement une usine et une mine et on va pouvoir se transformer d'un côté à l'autre. C'est parfois très intéressant d'avoir sa mine ici et son usine là-bas pour peu qu'on ait les ports des 2 côtés. Et donc on transporte, on rentre, on va ici et puis après on retourne dans l'autre sens pour aller vendre là-bas. Si vous passez par beaucoup de vos ports, beaucoup de vos rails, c'est très intéressant. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir The Coast. Les premiers tours sont très rapides, peu d'action, et les derniers, dès que vous avez beaucoup de production et que tous les jours en ont, ça prend effectivement un petit peu plus de temps. C'est ce qui fait que les dernières manches sont beaucoup plus longues. Mais le fait qu'il y ait de moins en moins d'emplacements pour vendre votre amiante, parce qu'évidemment il y aurait eu des morts, fait qu'on va choisir d'aller à tel endroit, et un endroit, un pays sur lequel vous n'avez aucun intérêt, finit par être obligatoire au niveau de votre sortie parce que c'est le seul endroit où on peut encore acheter de l'amiante.
Voilà, c'était The Cost, le coup. Le coup, maintenant, vous savez c'est quoi? C'est le coup de l'amiante, le coup de la vie. Un jeu Spielworxx vraiment atypique, qu'on a beaucoup aimé, et que j'espère que maintenant que vous avez découvert, que vous aimerez aussi beaucoup. Bon jeu!